Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Moselle le week-end a été garnie en activité politique. Pas en tant que telle, mais les activités... Oui, on a commencé le week-end avec de belles activités politiques. En l'occurrence, le discours du président de la transition à la tribune de la COP 28, parce qu'il faut savoir qu'il était l'hôte de l'émir de Dubaï. Et dès cet instant, il avait pour vocation de pouvoir présenter le regard du Gabon sur ces questions en rapport avec la protection de la nature, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique. Et le président a prononcé un discours. Et ce discours avait pour objectif de pouvoir interpeller les pays, on va dire, les grands pays qui sont aussi les grands pollueurs du monde, parce qu'il faut savoir que l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver le moyen de compenser les pays qui se battent réellement on va dire, en mettant en œuvre des politiques et allant dans le sens de pouvoir garantir la survie de l'espèce humaine, en l'occurrence de préserver l'environnement. Et le Gabon, comme il l'a rappelé, le Gabon est reconnu internationalement en matière de préservation de l'environnement, notamment si on prend en compte le nombre de parcs nationaux qui ont été créés aussi bien onshore et offshore, donc sur terre et dans les océans, ou dans l'océan. Et dès cet instant, l'ensemble de ces parcs fait qu'aujourd'hui, on a consacré plus de 11% de la superficie de notre territoire à la protection de la nature. Et au-delà de ce critère, on a également le fait que le Gabon aujourd'hui, c'est près de 80% de terres, du moins de forêt, est couvert à plus de 80% de forêt. Et ces forêts aujourd'hui jouent un rôle majeur en termes de séquestration ou de captation des gaz à effet de serre, en l'occurrence le CO2 qui est le dioxyde de carbone et qui est un agent assez dérangeant pour la question de l'environnement. Et dès cet instant, le fait que le Gabon arrive à capter un peu plus de 100 millions de tonnes de CO2 par an laisse sous-entendre qu'on a besoin aussi derrière d'une certaine compensation. Et cette compensation tient du fait qu'il y a nécessité aujourd'hui pour les pays qui sont pollueurs, parce que si on prend le Gabon et même l'Afrique de façon générale, l'Afrique a moins d'1% d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a la question de l'industrialisation. Nos pays ne sont pas suffisamment industrialisés pour être considérés comme des pollueurs. Mais en revanche, nous subissons les effets du réchauffement climatique et du dérèglement de l'environnement. Et dès cet instant, les efforts que nous fournissons pour capter, en ce qui concerne par exemple les pays du bassin du Congo, doivent être récompensés. Et c'est ce qui est en discussion aujourd'hui depuis le 30, parce que la COP28, c'est du 30 au 12 décembre, et donc depuis le 30 novembre jusqu'au 12 décembre. Et dans ce cadre-là, le chef de l'État a exprimé le besoin de soutenir les efforts de développement, parce que derrière, nous avons des défis. Nous avons des défis du développement économique, d'une industrialisation certaine à certains niveaux. Par exemple, sur le plan agricole, il nous faut devenir autonomes. Si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut bien que nous produisions, que nous cessions de pouvoir aller importer. Déjà qu'en Occident et même dans beaucoup de pays à travers le monde, eux-mêmes, ils ont le problème d'industrialisation nécessaire pour leur développement ou le maintien de leur qualité de vie. Et même participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, notamment en favorisant une production locale. Donc, nous aussi, on a besoin de nous développer, et ce développement a un coût. Le coût, ce serait celui des populations à pouvoir aller couper la forêt parce qu'on veut faire des plantations. Et si on ne parvient plus à faire ces plantations, eh bien, à un moment donné, ça peut causer préjudice au niveau de la qualité de vie des populations, notamment en milieu rural, et pourquoi pas pour pouvoir nourrir les masses de population qui se retrouvent dans les villes comme Libreville ou le Grand Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, et j'en passe. Et dès cet instant, il faut qu'on nous accompagne sur le plan du développement économique. Sur le plan social, on a besoin des infrastructures.
on a besoin des routes, on a besoin des écoles, on a besoin des hôpitaux, on a besoin qu'on mette en place des mécaniques qui permettent à ce que le Gabonais puisse avoir une certaine qualité de vie qui lui permette de se sentir dans un pays où on prend soin de lui. Et dès cet instant, là aussi, il faut de l'investissement. Et cet investissement, c'est en chiffre monétaire. Donc, c'est de l'argent. Mais si on nous demande simplement d'aller préserver la forêt et que derrière nous, en nous privant des ressources naturelles de la forêt, donc les ressources du sol et du sous-sol, eh bien, à un moment donné, nous serons dans une situation qui ferait que nous ne soyons plus en mesure de pouvoir assumer convenablement nos développements. Or, nous sommes dans un pays où la rente est encore forte dans la capacité à pouvoir produire de la richesse. On a le pétrole, le manganèse, on a les mines. Aujourd'hui, on est en train de faire le développement des mines de fer. Et tout cela a un impact réel sur l'environnement. Mais pour que nous ayons une gestion durable de ces écosystèmes, il faut qu'il y ait un accompagnement aussi bien technique que financier. Et c'était le plaidoyer du président de la transition au niveau de la COP28. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je crois qu'il a sûrement choqué l'auditoire parce qu'il a dit quelque chose d'assez important. Le Gabon, où les Gabonais ont besoin de se développer, ils ont soif de développement. Oui, on reconnaît je ne le cite pas encore, on reconnaît les capacités, du moins, il y a une certaine reconnaissance à l'international sur les capacités du Gabon à travailler à la préservation de l'environnement. Je le cite, les certificats, est pour des certificats de bonne conduite. Hélas, hélas, ils ne nourrissent pas, ils ne nous nourrissent pas. Voilà, en un mot, c'est ce qu'il a voulu dire. Comme on dit au quartier, on ne mange pas la préservation de la nature. Donc, dès cet instant, c'est une façon pour lui d'interpeller, pour dire, à un moment donné, nous, les pays qui travaillons à faire en sorte qu'il y ait une préservation des écosystèmes forestiers, de la biodiversité et consorts, nous allons nous retrouver dans une certaine situation où nos populations nous feront pression pour pouvoir aller vers des territoires qui ont été déjà délimités pour permettre à ceux que ils arrivent à subvenir à leurs besoins. On ne peut pas indéfiniment leur demander de faire des efforts si en retour, il n'y a pas de compensation. Il faut bien qu'on travaille à pouvoir trouver le moyen de leur donner quelque chose qui leur permette de laisser un tout petit peu respirer, j'ai envie de dire ça comme ça, de façon triviale, la forêt, et de pouvoir se consacrer à des activités qui puissent être des activités lucratives et qui apportent un bénéfice en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, c'était vraiment le plaidoyer du président de la transition le 1er décembre dernier à Dubaï. Et je pense que c'est un cri d'alarme, un cri de détresse. D'ailleurs, il y a eu une certaine réponse de la part des participants. Il faut savoir qu'il y a près de 200 délégations qui sont à la COP 28. Et ils ont décidé de la mise en place d'un fonds. Un fonds qui va soutenir effectivement cette question de la compensation des pays, notamment des 3 bassins, donc du Congo, de l'Indochine et de l'Amazonie, pour permettre du Mékong, comme on dit. Et cela va faire en sorte que ces pays-là qui ont décidé de consacrer une bonne partie de leur couvert végétal soient quand même accompagnés financièrement pour permettre à ce qu'il y ait une certaine cohérence dans les politiques qui sont, on va dire, édictées lors de ces grands sommets et l'ambition de développement que nourrissent les populations dans ces différents territoires. Donc, c'était un des premiers points importants. Ensuite, dans le même week-end, il y a eu une polémique qui est sortie, du moins déjà en semaine, la sortie de Madame Joséphine Kama Dabani, Patience Dabani, qui a fait un sitting à l'entrée de la maison de son fils à la Sablière, de quartier UP de la commune d'Akanda. Et lors de ce sitting, ce qui ressort, c'est qu'elle avait, depuis le 30, la possibilité d'aller lui donner à manger, sachant que bien avant l'épisode du coup d'État, eh ben, elle n'avait plus accès à son fils parce que plus aucun membre de la famille Bongo ne le voyait sous le fait qu'il y aurait eu des restrictions venant de l'ex-première dame qui se trouve aujourd'hui en prison et qui
dès qu'il y a eu le coup d'État, elle a eu des autorisations, mais on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là, de pourquoi Patience Djabani a été interdite d'accès à son fils. On ne sait pas. Mais tout le monde a pu constater qu'elle y était, puisque personne ne savait même qu'elle avait déjà la possibilité d'aller lui donner à manger et consort. Mais on l'a vue assise à l'entrée. Et ça a forcément piqué la curiosité des uns et des autres. Et ce sont les badauds, j'ai envie de dire, des gens qui passaient par là, qui ont pu constater que la dame était assise sous le soleil et ont envoyé des photos et des informations à la presse, notamment à Gabon Review, qui a été le premier média à relayer l'information. Et dès cet instant, la question qui revient maintenant, c'est est-ce qu'Ali Bongo aujourd'hui est en prison, du moins, est dans une prison avec un discours officiel qui dit qu'il est libre de tout mouvement. Donc on se demande, est-ce qu'il est réellement libre de ses mouvements ou on a choisi de maquiller le fait qu'on le garde en détention sans pouvoir le dire. Parce que derrière aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se lever au sein de la société pour se demander pourquoi le donneur d'ordre n'est pas poursuivi par la justice. Donc, Ali Bongo, qui était chef de l'État, donc qui en réalité devrait être le responsable ou premier responsable à être accusé par rapport aux différentes dérives qu'on a pu constater. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'il y a eu la sortie de Patience Djabani, se sont posé cette question de pourquoi Ali Bongo n'est pas toujours poursuivi par la justice, alors qu'on sait qu'il y a quand même des plaintes qui ont été initiées, par exemple, par l'ONG dirigée par Georges Paga, qui est aujourd'hui conseiller au Conseil économique et social, mais également Zibi, pour la détention habituelle dont il a fait l'objet, je crois, 6 ans. Et dès cet instant, il aurait quand même été normal que rien que sous le sceau de ces procédures engagées par les intéressés, eh bien, qu'Ali Bongo soit quand même plus ou moins aujourd'hui dans une posture où il peut faire l'objet de poursuites de la part de la justice, mais également, il y a eu un certain nombre de discours qui sont sortis entre-temps, notamment le discours de Madame le porte-parole du gouvernement, qui a indiqué que Ali Bongo pourrait ne pas faire l'objet de poursuites parce qu'il serait malade. Bon, ça laisse quand même des points d'interrogation. Est-ce que Ali Bongo, au moment où il concourait, quand on sait qu'il y a un collège de médecins que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui avait validé sa candidature, qui avait certifié qu'il était en bonne santé, mais entendre 3 mois plus tard qu'Ali Bongo est aujourd'hui malade, et qui ne peut pas faire l'objet de poursuites, ça désoriente. Et ce qui fait dire à beaucoup, au sein de la classe politique et même dans la société, qu'il y aurait peut-être des complicités entre les autorités de la transition et Ali Bongo Ondimba, et que finalement, les choses semblent faire du surplace et que c'est juste de la poudre aux yeux qu'on a servi aux populations, et surtout que le président de l'Assemblée nationale a semblé également aller dans le même sens dans une interview accordée à RFI. Donc à ce moment-là, on est dans cette situation qui fait que quand on écoute un tout petit peu cette information de Patience Djabani qui fait un sitting seule, d'ailleurs il faut le rappeler parce qu'elle était seule, ça dit déjà tout. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour l'ensemble de la famille, parce que on sait quand même que les Bongo Djabani ou les Djabani et les Bongo c'est quand même une grande famille ou 2 grandes familles, et qu'on voit simplement Patience Djabani qui va s'asseoir comme une personne isolée, comme une personne esselée à la guérite de l'entrée de la maison de son fils, avec un char de la GIR qui bloque le passage. Est-ce que ça ne veut pas dire que derrière aussi, on a aujourd'hui une idée qui voudrait qu'il y ait un ras-le-bol même au sein de la famille par rapport à la condition d'Ali Bongo Ondimba, surtout qu'on ne sait pas pourquoi il est maintenu, du moins il persiste à rester au Gabon, alors qu'il y aurait eu des propositions d'exil de la part du CTRI pour pouvoir aller se soigner et que sais-je. Donc, dès cet instant, on est dans cette mouvance, on regarde l'actualité, on verra ce que ça va donner, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le besoin des uns et des autres de savoir pourquoi Ali Bongo ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, étant donné que sa femme, Noureddine Bongo, n'avait aucun mandat de la population. C'était lui, celui qui a reçu les suffrages des populations pour gouverner le Gabon de 2009
au 30 août 2023. Et dès cet instant, on a besoin qu'il passe à la barre, peut-être, pour pouvoir dire sa part de vérité, que les Gabonais sachent. Et surtout qu'il y a toujours cette idée qui voudrait nous faire savoir qu'Ali Bongo ne serait plus. Il y a aussi cette idée qui circule toujours, selon laquelle il ne serait plus vivant. Donc il faut au moins qu'on soit au-delà des clichés qu'on nous montre à la télévision, le présentant rencontrant des dignitaires internationaux. Il faut qu'on arrive aussi au niveau du Gabon à juger par nous-mêmes, donc les populations, elles arrivent à juger par elles-mêmes si Ali Bongo peut être tenu comme justiciable comme tout le monde, ou il faut s'il faut un tribunal spécial, qu'on mette en place ce tribunal spécial qui va décider de son sort et que finalement les gens soient situés, au lieu qu'on ait des gens qui ressassent aujourd'hui la cruauté qui aurait été la sienne lorsqu'il a dirigé le pays, ou qu'on soit dans une situation où on accuse le CTRI de collusion. Donc, c'est l'actualité qui a un peu animé le débat pendant le week-end. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin pour faire le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur. N'oubliez pas le jeu concours à partir de 16h dans Urban Free. Voici l'horoscope des auditeurs, on se dit demain 7h. Voici pour... Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.